Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe, qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Djibril Diallo. On ne le présente plus. M. Djibril Diallo, c'est le président du réseau pour la renaissance africaine de la diaspora. Il est aussi aux Nations Unies depuis plusieurs années, il travaille pour le Sénégal. Il est reconnu mondialement comme étant l'une des personnes qui défend le plus les femmes et les enfants discriminés à travers le monde. Monsieur Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le président du réseau pour la renaissance africaine et de la diaspora. Depuis quelque temps, une guerre est déclarée entre l'Ukraine et la Russie. L'Afrique est un peu inquiète par rapport à cette guerre qui se déroule. Quelle est la position de votre réseau par rapport à cette situation? Le réseau de la renaissance africaine et de la diaspora est une organisation internationale dont le siège est à New York, reconnue par le système des Nations Unies, reconnue par les États-Unis d'Amérique. Notre objectif est de renforcer les liens entre l'Afrique et les filles et les fils du continent qui sont dans la diaspora. Donc, pour en revenir à votre question, notre préoccupation est à deux niveaux. Lorsqu'il y a une guerre, il y a d'abord la souffrance des populations civiles. On doit tout faire pour vraiment protéger ces populations civiles. Et le deuxième point, c'est la situation des Africains qui se trouvent dans la région, qui ont été malheureusement parfois victimes de discrimination et qui n'ont pas pu se déplacer comme il faut. Heureusement que la communauté internationale s'est levée et a exigé que le même traitement qui est donné aux autres populations soit donné aux Africains. Oui, ça c'est une question fondamentale. L'Union africaine a même réagi par rapport à cette situation. Quand il y a eu la guerre, on a vu les Africains le sort, souvent qu'ils vivent dans ce genre de situation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que la dignité des Africains soit respectée partout à travers le monde? Il y a d'abord les liens qui existent entre l'Afrique et sa diaspora. Ces liens sont très très importants. Ensuite, nous avons quand même le système des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, qui est l'organisation mondiale qui essaie de promouvoir non seulement le développement, mais aussi la paix. Donc, que l'on ait recours aux instruments qui sont les instruments pour promouvoir ces éléments. Et j'ai été très fier du rôle que mon pays, le Sénégal, a joué dans ce cadre, parce que nous sommes très très honorés que son Excellence, le président Macky Sall, soit en ce moment président en exercice de l'Union africaine, et il a fait beaucoup d'efforts pour que l'on puisse non seulement essayer de trouver une solution à cette crise, mais aussi que les populations civiles soient protégées. Aujourd'hui, on est dans une situation assez difficile, comme vous l'avez dit. Il y a l'Afrique qui joue un rôle avec le président Macky Sall, comme vous l'avez dit, dans le cadre de l'Union africaine. On a vu le contact avec Poutine et le contact avec le président ukrainien. L'Afrique demande que la paix soit préservée, parce que souvent c'est elle qui subit les conséquences de la guerre. Elle le subit en ce moment. Les prix des céréales ont augmenté en Afrique, le blé, le mil, l'huile, le tournesol, les prix ont augmenté à travers le monde, parce qu'il y a cette crise qui frappe l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire justement pour ne plus subir les conséquences de ces guerres? Vous savez, nous avons une génération de leaders, une nouvelle génération de leaders, qui sont très sophistiqués, qui sont au diapason de ce qui se passe à travers le monde et qui font tout pour protéger les populations du continent. Malheureusement, le monde d'aujourd'hui est frappé de plein fouet par cette crise mondiale qui a été exacerbée par cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais cette crise mondiale est là, et donc nos dirigeants, nous avons une nouvelle génération de leaders qui font tout pour faire face à cette inflation, à cette situation qui est extrêmement difficile pour les populations. Mais nous avons quand même des dirigeants qui, de plus en plus en Afrique, sont très très sophistiqués pour faire face à cette situation. Oui, mais beaucoup estiment que l'Afrique aurait dû anticiper par rapport à ce qui se passe à travers le monde. Que l'Afrique doit produire ce qu'elle consomme et ne pas être aujourd'hui un réceptacle de toutes les importations du monde. Évidemment, vous avez parfaitement raison. Les efforts doivent être conçus et poursuivis pour que l'Afrique
consomme ce qu'elle a produit, aussi ce qu'elle produit, et puis qu'elle produit ce qu'elle consomme aussi. Donc ce sont des efforts qui sont dans ce cadre. Encore une fois, étant donné que cette interview se passe au Sénégal, nous voyons au jour le jour les efforts qui se font pour promouvoir, pour pousser le consommé sénégalais. Moi, je vois, par exemple, nous sommes pendant le mois du Ramadan, j'ai vu des efforts qui sont faits pour que ces paniers que l'on offre pour la rupture du jeûne, que ces paniers soient de plus en plus orientés vers le consommé sénégalais, par exemple, plutôt que d'avoir des produits qui sont importés, qui peuvent être aussi mis en valeur. Mais cette fois-ci, le consommé sénégalais est une idée qui est en train de faire son chemin. Vous travaillez en Afrique contre la discrimination, contre tout ce qui peut toucher la femme et l'enfant. Ce qui se passe au Mali ces derniers temps, où il y a eu des accusations contre l'armée malienne d'avoir massacré plus de 300 personnes dans une ville qui s'appelle Noura. On en parle de moins en moins quand il s'agit de l'Ukraine. Il y a un retentissement mondial. Quand il s'agit du Mali, on en parle peu. Je salue les efforts de E-Media parce que nous avons, à partir de là où je suis, j'ai été pendant 10 ans directeur du bureau de communication du programme des Nations Unies du programme des Nations Unies pour le développement. Ce que nous voyons, c'est que très souvent, ce qui intéresse la grande presse internationale, ce ne sont pas ces îlots d'espoir dont vous parlez, ces efforts de ces Africains. Et je suis les programmes de E-Media et autres qui font ressortir ces éléments. Donc il s'agit encore une fois, pour nous, Réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, de faciliter cette jonction entre les médias des États-Unis d'Amérique, par exemple, l'Association nationale des journalistes noirs américains, et des médias tels que E-Media, pour que nous fassions ressortir la dimension d'une autre Afrique. Une Afrique qui se bat au jour le jour et qui ferait ressortir encore une fois les problèmes qu'il y a, les défis qu'il y a dans un pays comme le Mali. Mais la question, j'espère que nous allons avoir l'occasion d'y revenir, la question de la violence, la question de la discrimination à l'égard des femmes et des filles est une question qui est très très importante. Oui, cette question est souvent occultée quand il y a la guerre. C'est souvent les femmes et les enfants qui subissent le plus de tort. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont pour protéger justement les enfants et les femmes dans ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Il y a non seulement des mesures dans ce qui se passe au Mali, mais il y a des mesures à travers le continent africain parce que le rapport mondial sur le développement humain, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement, dit qu'aucun pays au monde ne traite ses femmes aussi bien qu'il ne traite ses hommes. Nous avons une situation où il faut se battre contre l'apartheid du genre, aussi vigoureusement que nous nous sommes battus contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc c'est un élément qui est fondamental sur le plan de la défense des droits de la personne. Une violation, une discrimination à l'égard des femmes et des filles est une discrimination à l'égard de tout le monde. Donc il y a une série de mesures qui sont prises par le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora dans un projet spécial pour les Nations Unies, pour populariser les objectifs de développement durable en Afrique et dans sa diaspora, mais en utilisant la promotion, le fait de combler ce gouffre entre les femmes et les hommes comme point d'entrée. C'est un point qui est très très important. Beaucoup ont vu combien la diaspora asiatique a joué un rôle fondamental pour le développement de l'Asie. On a une diaspora africaine très bien formée, mais la plupart d'entre eux se trouvent hors des frontières. Et les gens estiment que la diaspora africaine n'investit pas beaucoup dans le changement, dans leur pays, dans le développement, même s'ils envoient de l'argent pour tenir les familles, pour l'aide au développement. Aujourd'hui au Sénégal, si on mesure ce qu'envoie la diaspora, c'est plus que l'aide au développement, mais des projets structurants, industriels, pour développer le continent. Nous avons deux types de diaspora. Nous avons la diaspora récente, c'est-à-dire ceux ou celles qui ont quitté leur pays, qui se sont installés en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et ailleurs. Et nous avons la diaspora, qui sont ces filles et ces fils qui ont été tirés de force du continent depuis des siècles. Je pense que les deux diasporas, en particulier la diaspora récente, elle peut se réveiller physiquement, là où elle est en Europe ou en Amérique du Nord, mais tous les jours, cette diaspora-là se réveille dans son pays d'origine.
Et de ce fait, émotionnellement, physiquement et sur le plan des investissements, beaucoup d'efforts sont faits par la diaspora. Ce qui reste à faire, c'est d'avoir une coordination, une synergie beaucoup plus grande entre les désirs de la diaspora d'investissement et les orientations des gouvernements. C'est-à-dire que la diaspora ne réagit pas toujours très bien lorsqu'on leur dit que voilà les projets de développement, venez voir comment est-ce que vous allez faire partie de ces projets, plutôt que d'avoir un dialogue entre les représentants de la diaspora et nos gouvernants pour qu'il y ait des programmes qui permettent non seulement d'avoir un transfert de fonds vers l'immobilier, mais un transfert de fonds dans le type de développement dont vous parlez. Mais souvent, il y a un problème de confiance entre cette diaspora qui est à l'extérieur, qui travaille, qui investit, qui a de la qualité, qui a de la technologie, avec le gouvernement resté sur place. Parce qu'il estime que souvent l'argent qui est envoyé n'est pas investi là où il doit être investi. Il y a beaucoup de problèmes de démocratie qui se posent dans nos pays par rapport à cette diaspora. Des visions économiques qui sont différentes. Oui, la question de la vision économique est en voie de résolution en général parce que nous avons des intermédiaires dans chacun des pays qui permettent de faciliter ce dialogue entre les représentants plénipotentiaires des peuples que sont les gouvernements et les représentants de la diaspora. Et ces intermédiaires sont le système des Nations Unies, par exemple. Il y a des plans qui sont mis sur pied et qui permettent à chacun de se retrouver au niveau de ces mises en œuvre. Mais il y a encore un dialogue à faire, aussi bien sur le plan de la flexibilité à accorder aux représentants de la diaspora par rapport à leurs orientations, par rapport aux intérêts que la diaspora a pour les investissements. Et tout État a quand même de l'ordre à mettre pour qu'il y ait des plans, qu'il y ait des orientations bien données. Donc c'est là que se trouvent les deux éléments de dialogue qui avancent dans la plupart de nos pays. Parce que nous avons, par exemple, au niveau du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, deux types d'engagement de la diaspora. Nous avons l'engagement en personne, en cherchant des positions spécifiques dans le domaine, par exemple, de l'enseignement supérieur, des enseignants de la diaspora qui peuvent venir pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. Nous avons des connexions avec les maires, les municipalités, favoriser des partenariats avec ces maires, les jumelages, par exemple, le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Nous sommes au Sénégal à faciliter les signatures de jumelage entre 12 villes du Sénégal et 12 villes des États-Unis d'Amérique. Donc, dialogue direct, partenariat direct. Troisième élément qui est très important, c'est surtout la question de la dimension de la communication. Faciliter les contacts entre les représentants de la presse nationale et régionale de l'Afrique et les représentants de la presse américaine. L'Association nationale des journalistes noirs américains est une association que vous connaissez, qui a plus de 4000 journalistes de la grande presse américaine aux États-Unis d'Amérique. Et donc avoir un lien direct entre ces journalistes et l'Association nationale des médias du Sénégal pour qu'entre professionnels, ils puissent trouver des éléments pour faire des reportages dans leurs propres termes en ce qui concerne le développement humain durable du continent africain. Mais il y a toujours cette incompréhension entre l'ancienne diaspora qui a été déportée, amenée aux États-Unis, et la nouvelle diaspora qui est arrivée là-bas, et l'Afrique. On en parlait un mouvement de return, où des Américains devaient revenir au Sénégal, en Afrique, un peu partout, où il y avait un vaste programme de recherche d'ADN pour savoir d'où on vient. Mais il y a toujours cette incompréhension entre les diasporas. On ne voit pas les Noirs américains beaucoup investir en Afrique. Vous savez, cela n'a pas été documenté. L'investissement est là. Ce à quoi nous nous attelons au niveau du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, c'est de nous battre d'abord contre une certaine perception. Parce que la perception, en général, c'est que le noir américain vient, il va faire du safari, il va faire du tourisme, mais que le noir américain n'est pas nécessairement celui qui va faire des investissements dans le continent africain. Donc là, il y a un ajustement à faire, une correction à faire, parce qu'il y a des investissements qui sont là. Et d'autre part, lorsque nos États se tournent vers les États où se trouve la diaspora, que l'on paye une attention particulière au secteur privé de la diaspora.
que l'on donne cette place aussi à cette diaspora. Donc il y a des exemples ici et là qui sont de plus en plus documentés, qui nous donnent un îlot d'espoir que nous sommes en train d'avancer dans un domaine qui est bien précis. Parce que beaucoup estiment que depuis l'affaire Floyd aux États-Unis, il y a une prise de conscience de beaucoup d'Américains qui veulent aujourd'hui revenir investir en Afrique, mais peut-être qu'ils n'ont pas la bonne porte, ou taper la bonne porte, ou mettre l'argent, ou bien les bons interlocuteurs. Les portes sont en train de s'ouvrir. Vous savez, nous sommes dans un monde d'aujourd'hui, c'est le monde des réseaux sociaux. Et dans ce cas, les contacts sont multiples. Ce qu'il y a, les pays qui réussissent le plus sont les pays qui donnent les conditions d'accès à l'investissement, quels que soient les éléments. Et là, encore une fois, vous savez, lorsque vous prenez le Sénégal comme un exemple, il y a une porte d'entrée, il y a un point d'entrée, ce qu'on appelle en anglais one-stop shop, l'APIX, qui est là comme organisation, comme compagnie, qui permettrait d'aller et d'avoir toutes les informations qu'il faut pour les investissements. Donc les pays qui réussissent plus pour drainer le secteur privé de la diaspora, lorsque nous parlons de secteur privé, sont les pays qui ont une cohérence dans ce cadre pour savoir qu'il faut qu'il y ait une série d'options dans ce domaine. Mais ce mouvement est le plus perceptible au Ghana, au Kenya, au Nigeria qu'au Sénégal. Le Sénégal a été à la pointe de l'arrivée de la diaspora. N'oublions pas après tout que l'île de Gorée est le symbole même non seulement de cette souffrance, mais de cette situation aussi qui a fait que nos filles et nos fils ont touché la terre pour la dernière fois lorsqu'ils étaient ou lorsqu'elles étaient sur l'île de Gorée. Donc le Sénégal a toujours été un point qui a été une sorte de passerelle entre l'Afrique et sa diaspora, et il continue à jouer ce rôle très important. Nous saluons le rôle du Ghana, nous saluons le rôle du Nigeria, mais le Sénégal a été là et continue à l'être, et la société civile sénégalaise, les contacts directs entre les Sénégalais, la teranga sénégalaise, elle permet d'encourager les populations à venir vers le Sénégal, parce que le Sénégalais reçoit l'étranger, même si il ou elle n'a rien, il donne tout à l'étranger. Donc nous avons une culture au Sénégal qui facilite justement, qui favorise non seulement l'arrivée de la diaspora, mais l'arrivée de tout étranger vers le Sénégal. Est-ce qu'il y a un impact sur le plan économique au Sénégal? Il y a un gros impact sur le plan économique au Sénégal, parce que lorsque l'on fait le calcul, l'on voit par exemple les retours des devises étrangères vers le Sénégal par rapport à la diaspora. Ces retours sont très importants. Et nous avons aussi beaucoup de célébrités. Dans ce monde d'aujourd'hui, il faut tenir compte des célébrités. Beaucoup de célébrités qui veulent avoir des terrains, qui veulent avoir des maisons secondaires au Sénégal. Et le Sénégal a facilité cela. Je pense que tout cela, c'est quelque chose d'encourageant qui permet d'avancer et de favoriser l'investissement de la diaspora ancienne, de la nouvelle diaspora vers un pays tel que le Sénégal. Mais est-ce qu'il y a une structure qui organise tout ça pour permettre justement à ces célébrités d'avoir beaucoup plus accès à la terre, et ça permet de faire de la publicité sur le plan touristique du Sénégal? Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora est une structure qui essaie d'accompagner le Sénégal, par exemple, et ses populations vers la réalisation de ces projets. Notre entendement, c'est qu'au niveau du gouvernement, au niveau des autorités, au niveau de la société civile, il y a des structures qui sont là. Évidemment, la perfection n'est pas de ce monde. Il n'y a que le bon Dieu qui est parfait. Donc il y a des structures qui gagneraient à être améliorées, mais elles sont là, elles s'ouvrent, elles sont flexibles à la critique, et cela permettra à chaque fois de voir le Sénégal à la pointe du diapason de comment est-ce qu'il faut faire le monde d'aujourd'hui, le monde où le représentant de la diaspora ou la représentante de la diaspora a 7 ou 8 heures de vol pour arriver à Dakar, faire un investissement et faire 2 ou 3 vols par semaine vers les États-Unis d'Amérique, à permettre aux représentants de la diaspora qui sont nés et ont grandi en Europe ou aux États-Unis d'Amérique de revenir s'imbiber du pays, des terres de leurs ancêtres sur le plan des investissements. Oui. Parce que vous disiez tantôt que la diaspora joue un rôle fondamental dans le développement de leur pays. Comme je disais, on a vu en Asie, le Japon,
combien sa diaspora a aidé au développement du Japon en allant aux États-Unis, apprendre les technologies et faire un transfert de technologie. Mais ça, on ne le sent pas réellement dans nos pays. Nous le sentons pourtant. Vous savez, quand il s'agit de l'histoire d'un pays, c'est quelque chose comme une goutte d'eau sur un rocher. La goutte d'eau est en train d'avoir un impact sur le rocher, mais à l'œil nu, on ne le voit pas toujours. Vous savez, dans l'histoire des pays, c'est quelque chose de très long. Bon, le Sénégal a été indépendant depuis les années 60. Bon, les années 60 jusqu'à présent, par rapport à l'histoire entière, c'est quelque chose de long, mais c'est quelque chose de très court. Il y a eu beaucoup d'évolutions à partir de là où nous sommes, que l'on peut documenter. À mon niveau, ayant passé au moins 38 ans de ma vie au sein du système des Nations Unies, non seulement au programme des Nations Unies pour le développement, mais aussi à l'UNICEF et les autres organisations, j'ai été placé stratégiquement pour percevoir ces différences, ces îlots d'espoir que nous essayons d'amplifier et de mettre à la disposition non seulement des gouvernements, mais des représentants de la société civile également. Vous êtes établi aux États-Unis avec un bureau à New York. Vous êtes choisi parmi les personnalités qui doivent présider la cérémonie d'une université qui s'appelle Webster aux États-Unis, c'est ça? Oui, j'ai eu l'honneur d'avoir été nommé comme parrain de cette promotion qui sort cette année de la grande université qui s'appelle Webster University, qui est dans l'État du Missouri, à Saint-Louis. Donc j'ai été nommé comme parrain de cette sortie, la 103e sortie de son type, et que pendant cette cérémonie, il me sera octroyé également un diplôme de docteur honoris causa, ce qui fait honneur au travail que nous faisons, parce que cette reconnaissance nous permettra de mieux faire ressortir qu'en Afrique, nous avons des filles et des fils qui peuvent être formés en Afrique. J'ai fait l'école primaire à Kolda, le lycée Djignabo de Ziguinchor, l'université de Dakar avant d'aller faire mon doctorat en linguistique et communication à l'université de Londres. Donc on peut faire un produit de l'éducation sénégalaise et puis aussi être sur l'excellence sur le plan international. Et cela peut encourager nos jeunes à travailler parce qu'il n'y a que le travail qui paye à la fin de la journée. Mais quelles sont les perspectives qu'on peut attendre de cette nomination entre vous, cette université et le Sénégal et l'Afrique de façon générale? Cette perspective est que le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora a en son sein plus de 100 universités au niveau des États-Unis d'Amérique. Donc nous essayons de favoriser un partenariat entre ces universités américaines et les universités d'Afrique. Nous sommes en contact avec les recteurs des universités du Sénégal par exemple, pour qu'il y ait un partenariat avec ces universités qui permettrait de contribuer à l'amélioration de l'enseignement supérieur. Parce que la plupart des défis auxquels nous sommes confrontés avec nos jeunes étudiants, c'est que très souvent, les formations qui sont là ne sont pas toujours les formations qui mèneraient à des créations d'emplois, à des intérêts. Donc comment est-ce que l'on peut favoriser un dialogue entre l'Afrique et sa diaspora qui permettrait d'avoir une amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur? Et nous avons 100 universités américaines qui sont là, qui sont en train de faire ce partenariat entre ces universités. La présidente de l'université qui m'octroie ce prix, la présidente de l'université qui m'a nommé parrain de cette cérémonie est présidente de l'université de l'initiative du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora pour l'amélioration de l'enseignement supérieur en Afrique et dans la diaspora. Et dans l'enseignement supérieur, il y a toujours la question de la recherche qui est orpheline dans nos pays. La recherche scientifique, les moyens financiers et techniques à la disposition du personnel, à la disposition des étudiants. Donc nous favorisons toujours un dialogue à double sens. Il ne s'agit pas de dire aux Américains, venez enseigner les Africains. Il s'agit de faire un dialogue pour que les Américains viennent apprendre de l'Afrique. Les réalités, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses que les Américains peuvent apprendre de l'Afrique et que les Américains aussi peuvent donner à l'Afrique. Donc c'est un dialogue à double sens que nous essayons de favoriser à travers l'initiative du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora pour l'amélioration de l'enseignement supérieur en Afrique et dans sa diaspora. Monsieur Djibril Diallo, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je vous rappelle que vous êtes le président des réseaux
pour la renaissance africaine et de la diaspora. Vous êtes aussi ancien du système des Nations Unies de la communication. Comme vous êtes aussi l'un des Sénégalais qui a fait le plus nombre d'organismes dans les Nations Unies et que vous travaillez dans ce dialogue de culture entre les peuples d'Afrique et les peuples de la diaspora. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.